Il a fait le plus long règne à la direction du ministère de la Justice, où il a apporté de nombreuses réformes. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Vous avez gagné l'élection de 81. Ça, l'aviez-vous prévu parce que vous aviez perdu le référendum de 80? Comment vous avez expliqué ça? Est-ce que c'était le contrepoids de la population? Certains diront que c'était pour compenser pour la perte du référendum. Non, non. Le peuple fait une distinction, élection puis référendum. Ça ne l'empêche pas, par exemple, de trouver quelqu'un plus sympathique qu'un autre, comme chef de parti. Là-dessus, ça me fait penser, je crois qu'un élément, M. Ryan, dès le soir de son discours sur le soir du référendum, a établi un peu une disconnexion. Il faut d'être généreux là, dans la victoire, vous savez. Ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose sur le plan électoral. Pour revenir là, je dirais que pourquoi on a gagné? D'abord, on a été un bon gouvernement qui avait fait des réformes, qui avait brassé, mais qui s'imposait. Et puis, M. Lévesque était très aimé des Québécois. C'est un élément là, important. Et puis, je pense que les Québécois, ils l'ont dit dans le résultat, n'étaient pas prêts pour la souveraineté, mais voulaient qu'on continue à assumer la responsabilité de gouvernement, ce qui a été, ça a été un résultat extrêmement fort, comme vous en rappelez. Mais ce deuxième mandat-là au pouvoir pour le Parti québécois a été dur. Entre autres, crise économique, crise budgétaire, les négociations dans le secteur public qui ont tourné au vinaigre, pour ne pas dire à l'affrontement. Vous avez été obligé de retirer une augmentation de salaire que vous aviez donnée à vos employés, aux salariés de l'État. Est-ce qu'il y avait moyen de faire autrement? C'est toute une question. Écoutez, là. Sur ces négociations-là, puis sur ce qui a été communément appelé la piscine, là, je crois que c'est une erreur sur le plan de la solution. Il y avait une crise, ça, elle était réelle. La solution trouvée, là, qui est ce que vous avez décrit, là, la piscine, était une erreur. D'ailleurs, M. Lévesque lui-même l'a admis là, lorsqu'il a publié. Là. Attendez que je me rappelle, il l'a admis carrément. Est-ce qu'il aurait pu être fait autrement? Chacun fait. Des fois, c'est facile de régler le passé, hein, mais peut-être eût-il été mieux de simplement suspendre l'augmentation, de passer la crise, parce qu'elle était réelle, de s'engager à renégocier en tenant compte des effets sur le plan économique laissés par la crise. Ça aurait pu être une manière de voir les choses, mais vous savez aussi bien que moi, là, rien n'est jamais facile dans le domaine des négociations d'un gouvernement avec le secteur public, parapublic. Ce n'est pas pour rien que M. Lévesque, dans les mois qui ont suivi, a demandé
qu'un rapport a mis en place là, un comité pour penser à une nouvelle manière de faire de faire les négociations dans le secteur public-parapublic, le rapport Bouchard, etc., tout ça. Et puis, c'est pas pour rien qu'un peu plus tard, M. Clair a quand même mis en place là, des comités pour faire l'évaluation des masses salariales, etc., tout ça. C'est parce que M. Lévesque, tout le monde, M. Lévesque et tout le monde se rend compte, y compris les syndiqués, qu'il va falloir trouver une meilleure méthode, plus civilisée, une méthode plus civilisée de faire les négociations, de manière à rendre justice à tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui est concerné. C'est les syndiqués, c'est l'ensemble de la population. Durant la même période, il y avait aussi, peut-être un petit peu avant ça, les négociations constitutionnelles demandées par M. Trudeau, là, suite au référendum. Qu'est-ce que vous pensez de cette période-là? Résumé rapidement, là, vous référez sans doute à la nuit des longs couteaux. Et ce qui a précédé, là? Ce qui a précédé. Alors, il y avait eu dès qu'on a été réélu, il y a eu une réunion à Ottawa, là, de toutes les provinces, en fait, du Front commun des provinces. Et contrairement à ce qu'on peut penser, là, l'entente qui a été signée entre les provinces, là, où le Québec exigeait le droit de retrait avec compensation, ça n'a pas été obtenu là, facilement, ça, des autres provinces. Ça a été obtenu là, en négociant, puis d'une façon, j'allais dire virile, serrée, en tout cas. D'une façon très serrée. Hein, parce que c'est le droit de compensation, le droit de retrait, le droit de compensation, là, que Trudeau, d'ailleurs, la meilleure preuve, Trudeau l'a qualifié de séparatiste à la pièce. Parce que ça permettait de mettre fin à un certain immobilisme, de permettre, en fait, aux Québécois, quand ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, puis que ça ne répond pas à leur manière de faire, que ce soit du point de vue économique, du point de vue social, de se retirer, de ne pas être pénalisé, d'avoir une compensation. Et c'est ça qui a été... C'était ça, là. Ça a été obtenu avec une lutte très, très ardue. Et manifestement, c'était le cœur de l'entente. Manifestement, la bonne foi de M. Lévesque a été trompée. Parce que, au bout de la ligne, on sait d'abord, Trudeau n'en voulait pas. Il y a bien de monde dans le reste du Canada qui se disait « Hey, là, ils sont en train de vouloir se construire un pays, là, avec ça, là, à leur manière, là, tranquillement. » Et les gouvernements là, des provinces, des autres provinces, leur vrai gouvernement, leur vrai pays, leur vrai gouvernement, c'est le gouvernement d'Ottawa. Tandis que nous, les Québécois, notre principal gouvernement, c'est le gouvernement qui est responsable du peuple québécois. C'est le gouvernement du Québec. Alors, au bout de la ligne, pour, autrement dit, servir les intérêts de leur gouvernement, ils ont carrément renié leur signature, puis trompé la bonne foi de M. Lévesque. Et pourtant, elle n'aurait pas signé. Cette constitution-là, que nous n'avons pas signée, elle n'est pas signée encore, là. Mm-hmm. Puis il n'y a pas seulement eu des gouvernements québécois, là, en place, là. Pourquoi qu'elle n'est pas signée? Parce qu'elle ne répond pas aux besoins des Québécois. Pourtant, dans la Charte des droits, il y a eu la clause nonobstant. Nous l'avons utilisée avec revision après 5 ans. Nous l'avons utilisée d'abord pour marquer notre désapprobation de ce qui s'était passé, où la bonne foi du premier ministre du Québec avait été trompée, là, radicalement. Alors, pour marquer notre opposition, également par prudence, parce que cette charte nouvelle avait un préambule où il fallait que des choses se définissent,
Et également, sur le plan des droits, il ne faut jamais oublier que la Charte québécoise des droits et des libertés, la Charte des droits et des libertés de la personne, qui était même plus avancée, évoluée que la Charte fédérale, était toujours en place. M. Bédard, durant votre second mandat au pouvoir avec M. Lévesque, vous n'aviez pas seulement la responsabilité de la justice, vous en aviez beaucoup d'autres. Je vais vous laisser le soin de les énumérer, mais il y avait entre autres la réforme électorale. Est-ce que vous aviez le temps de vous occuper de ça? Définitivement, oui, là, mais effectivement, assez chargé. Là. Quand j'ai pris la suite de M. Burns, il y a plusieurs législations là, que j'ai fait adopter. On en parlera peut-être un petit peu plus loin, dans le domaine électoral. La réforme de la carte électorale, également au niveau de la commission de représentation. Mais pour m'en tenir seulement qu'à la réforme électorale du mode de scrutin, là, je peux vous dire que moi, j'ai mis tous les efforts qui étaient possibles et impossibles pour faire accepter la proportionnelle régionale modérée. Et on sait très bien un système électoral, parce que là, on ne parle pas juste d'un changement de la loi électorale. On sait très bien que c'est fondamental pour une société, son système de votation. Tellement que vous savez qu'au niveau d'une Assemblée nationale, c'est très rare, presque, ça n'arrive presque pas, que des amendements, même des amendements importants, soient faits à la loi électorale sans que tous les partis soient d'accord. Pourquoi? D'abord, il faut éviter qu'un parti soit privilégié par rapport à un autre, c'est ça, mais plus fondamentalement que ça, c'est une loi de base. Une règle de la démocratie. C'est l'exercice de la démocratie et la facilité d'exercer cette démocratie en comprenant bien ton système électoral. Pas de démarche que je n'ai pas fait, que je n'ai pas faite, c'est-à-dire... mais il y avait de la réticence, carrément, tant au niveau du parti qu'au niveau du caucus. Il n'y avait pas une unanimité pour la réforme de l'autre côté, là, dans les autres partis, là, en Chambre. La meilleure preuve, là, à l'heure actuelle, on en parle encore. Puis elle n'est pas faite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de consensus. Mais je pars du principe que d'autres ont dû faire développer beaucoup d'énergie comme moi. Et je constate qu'au moment où on se parle, ce n'est pas fait encore. Et même moi, non, je parlais non seulement dans l'Estrie, dans un conseil national, mais j'ai essayé jusqu'à la dernière minute, j'ai essayé au moins de le déposer, de faire accepter le principe avec M. Lévesque, là, parce qu'on s'est essayé encore une fois là, au lac de l'Âge. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas été possible. Je le dis bien simplement, on a mangé une volée. M. Lévesque et moi, on a mangé une volée, dans le sens que ça... On n'était pas capable d'aller chercher ce qu'on appelle l'adhésion pour le déposer. Je vois que les autres n'ont pas... Jusqu'à maintenant, ça n'a pas fait mieux, là, les autres partis, parce que... Tu sais, je vais terminer là, sur peut-être une réflexion là, qui va vous faire sourire, mais j'ai comme l'impression que c'est un dossier où on essaie de le faire régler par des gens qui sont en conflit avec le changement. Des gens qui sont, tu sais, c'est pas méchant, là, des gens qui sont élus par un système, puis on leur dit change, là. Ils veulent quand ils ne sont pas élus, mais une fois élus, tu sais, il y a une sorte de conflit là-dedans, là, qui rend les choses difficiles. Et puis, peut-être que, tu sais, on cherche la loi sur les référendums, là, elle donne la possibilité de faire un référendum aussi sur ton système électoral. Peut-être que ce sera un beau sujet de référendum qui pourrait avoir des résultats très heureux. Bien, c'est selon le besoin. On ne fait pas des réformes pour le plaisir d'en faire. On fait parce qu'on en a besoin. Là. Mais j'ai fait adopter aussi une réforme qu'on peut dire de la Charte des droits et des libertés où
non seulement sur le plan de la prépondérance, mais et surtout sur le plan, on a précisé les droits judiciaires. Également mise en place dans des programmes d'accès à l'égalité. Alors, cette loi-là a été adoptée, c'est quand même assez... on y avait ajouté également d'un motif de non-discrimination le handicap, la grossesse. Ensuite, il y a eu aussi une réforme, pas une réforme parce qu'on l'a changé complètement, la loi des coroners. Maintenant, cette loi a été changée pour une loi là, qui fait en sorte que lorsqu'il y a des décès ou encore des situations graves là, qui demandent une enquête du coroner, c'est pour approfondir les causes de l'accident, les causes de l'ensemble des dommages et non pas se prononcer sur la responsabilité parce que ça, c'est plus sur le plan criminel que ça doit se faire. Parce qu'il y a des lois qu'on doit respecter sur le plan criminel qui, nécessairement, ce pas les mêmes règles qui s'appliquent concernant la loi des coroners. Et protection de la jeunesse? La protection de la jeunesse, on avait l'application à faire de cette loi-là qui me semble avec laquelle j'ai eu l'occasion, on avait un comité conjoint là, avec notre ministre d'État, Pierre Marois, mais c'est le ministère de la Justice qui se devait de l'appliquer. Je sais qu'elle peut avoir des ratés, puis protection de la jeunesse, elle ne peut pas réussir partout, mais il est clair qu'elle est nécessaire, puis il était nécessaire de faire une approche humaine et non continuellement judiciarisée vis-à-vis les jeunes en difficulté, et puis d'établir des règles et des modes de fonctionnement, ce qui est le cas maintenant, là, en espérant que ça soit toujours une loi toujours de plus en plus productive, puisqu'elle est nécessaire, mais productive sur le plan de l'amélioration de la qualité là, humaine des jeunes qui sont en difficulté. Durant ce deuxième mandat-là, M. Bédard, vous étiez toujours ministre de la Justice. Oui. Vous aviez apporté beaucoup de réformes. Est-ce que là, vous avez mis la pédale douce ou si vous avez continué à en apporter? Très honnêtement, j'ai continué. Ouais. Une réforme assez fondamentale. En 83, puis également au début, une partie au début, puis une partie en 83. Le code de procédure, c'est un code important où, aussi, là, je n'ai pas à vous en convaincre, parce que le code, comme disait, puis Pigeon disait, là, un des grands légistes, que la procédure ne devait pas empêcher des droits de s'exercer, mais devait aider des droits à s'exercer. On a simplifié les délais, essayé de les uniformiser. Ensuite, au niveau, simplifier les procédures aussi dans les mesures extraordinaires, comme l'injonction, toutes les mesures extraordinaires. Également, simplifier les procédures au niveau de la Cour supérieure, au niveau de l'appel, c'est-à-dire au niveau de la Cour de l'appel. Au lieu du dossier conjoint, on a permis l'exposé des faits, etc. En fait, je pourrais vous en parler. C'est très étendu, l'ensemble des choses qu'on a touchées, qui étaient le résultat là, quand même d'un travail fait par des gens là, au ministère. Mais à un moment donné, il faut que tu décides. Alors, ça aussi, ça se situe vraiment dans ce qu'on peut appeler l'humanisation de la justice. En 84, mai 84, fusillade à l'Assemblée nationale. Triste souvenir, mais oui. Vous étiez un des premiers? Bon, là, non, je ne pense pas avoir été le premier. Non, mais un des premiers, peut-être. C'est-à-dire que je l'ai vécu très simplement comme ceci. C'est que ce matin-là, à 10 heures, devait siéger à l'Assemblée nationale le directeur des général des élections qui venait rendre compte là, de l'ensemble de son mandat comme
comme responsable de la loi électorale également. J'étais au Parlement avec il y a beaucoup de monde, au Café du Parlement. Le Café du Parlement était presque rempli de personnes là, qui voulaient venir effectivement à l'Assemblée pour entendre le directeur général des élections. Moi-même, je m'approchais pour payer lorsque quelqu'un de la sécurité m'a dit il y a un tireur fou là dans. Puis effectivement, on entendait les coups de feu. Et je me suis tourné, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un là, qui était là au bas pas au bas de l'escalier, mais à l'entrée de l'Assemblée nationale, là, avec habillé en armée, là. Alors, on a fait en sorte que le parlementaire se vide rapidement parce que ça aurait pu être un jour plus tragique, là. Comme vous. Je pense que c'est une journée tragique pour tous ceux qui ont eu à subir les conséquences. M. Bédard, à l'automne 84, M. Lévesque propose le beau risque à la suite de l'élection du gouvernement Mulroney, c'est-à-dire de mettre en veilleuse l'option souverainiste pour l'élection qui s'en venait. Vous-même, est-ce que vous avez eu à convaincre vos collègues là, de cette orientation? Je n'ai pas eu à convaincre mes collègues là, de cette orientation-là, puisque quand ces événements se sont passés, j'étais hospitalisé depuis septembre à Chicoutimi. J'y suis demeuré jusqu'au début de décembre, ayant subi 2 opérations, 2 embolies, enfin... complètement retiré de la politique. J'étais complètement retiré. Et le seul contact que j'ai eu, c'est à un moment donné, concernant ce que vous me parlez, c'est que au tout début de la crise, quand M. Lévesque m'avait appelé et me faisant état là, de la manière que ça sortait des journaux, qu'est-ce que tu en penses? Puis j'avais lu j'avais eu l'occasion de lire sa déclaration. Tout ce que j'ai pu lui dire, là, M. Lévesque, pour un souverainiste, là, la souveraineté à l'horizon, c'est dur à prendre. Là. Mais j'ai dit, moi, je sais bien, c'était au tout début, là, quand ça commençait à brasser, alors, j'ai dit, vous allez sûrement vous parler, puis, etc. Puis, trouver le moyen de sortir de tout ça, de s'entendre. Et je dis, en ce qui me regarde, je me fais opérer demain matin. Alors, le lendemain, je subissais une autre opération qui m'a amené jusqu'à décembre. Alors, c'est pour ça. Je n'ai pas eu à convaincre personne. Mais j'ai continué d'appuyer M. Lévesque. Là, il y a juste une chose qui est claire dans mon esprit. M. Lévesque n'a jamais cessé d'être souverainiste. J'ai été surtout frappé quand je suis revenu en Chambre, je continue comme leader, quand la Chambre a repris ses travaux. J'ai vraiment eu un choc de voir tout d'un coup M. Léonard, mon ami Jacques Léonard, qui était avec quelques-uns, n'est-ce pas, formait un groupe d'opposition. Et moi, comme leader, je me ramassais avec un gouvernement qui avait juste une voix de majorité. Alors, pas besoin de vous dire, peut-être que le fait que je n'ai pas été mêlé dans tout ça a aidé, dans le sens que, comme leader, tu as des lois à passer. Mm-hmm. C'est un travail de compromis. Hein? Tu as des lois à passer, alors tu dois, par la force des choses, faire fonctionner le Parlement, puis tu dois discuter avec tous les partis. Et ça m'a aidé dans le sens que moi, je continuais les discussions avec tout ce groupe-là d'une façon très constructive. Vous étiez leader parlementaire, vous aviez quitté la justice, je crois, à ce moment-là.
Est-ce que vous avez été déçu de quitter la justice? Vous avez été vous avez passé 8 ans, je crois, au ministère de la Justice. Non, même au niveau canadien, quand je voyais McMurtry puis Romanoff, j'avais le record au niveau canadien, surtout avec solliciteur général et procureur général. Mais non, quand M. Lévesque est venu me voir là, pour m'informer de ce qu'il s'apprêtait à faire, là, c'était presque naturel pour moi. Je trouvais que j'avais fait mon possible dans les responsabilités qu'il m'avait données. Et puis, c'était pas le temps de passer à autre chose. Avez-vous... Alors, leader, j'ai vraiment aimé ça. Oui? J'ai vraiment aimé ça aussi. C'est le contact avec tous les parlementaires, hein? Puis beaucoup de contact avec le monde aussi, parce que les commissions parlementaires, etc., tout ça, c'est la vie du Parlement, là. C'est beaucoup plus que tu vis avec beaucoup plus d'intensité que lorsque tu es ministre de la Justice. Et ça, j'aimais vraiment ce travail-là. Ensuite, c'est un travail aussi où tu dois faire des compromis et non des compromissions. La discussion, la négociation. Quand M. Lévesque m'a proposé, leader, là, j'avais dit, par exemple, il te faut des poignées. Si tu es seulement que leader, là, mais j'avais la réforme électorale, là. Ça, c'est une chose. Mais surtout, j'étais président du comité de législation. Je demeurais aussi comité des priorités. Alors, parce que faut quand même que tu aies des poignées un peu pour t'aider, pour faire l'ensemble de ton travail. Et M. Lévesque n'a pas hésité à m'appuyer toujours très, très correctement là, quand c'était nécessaire. On continue la semaine prochaine, M. Bédard. Ça fait plaisir.